Quelles sont les dernières nouvelles d'Europe? Ah ben oui, quand on parle, quand on parle d'Europe, il faut en parler jusqu'au bout. Alors les nouvelles venant de l'Union européenne, eh bien, sont légion. Sont légion d'abord parce que nous sommes en train de voir les premières conséquences des dernières élections européennes. Pour ce qui nous concerne, nous avons réuni le bureau national de l'UPR qui s'est réuni vendredi dernier. Et puis le Conseil national qui s'est réuni samedi dernier, nous avons examiné nos résultats aux élections européennes. J'ai déjà eu l'occasion de les décrire à plusieurs reprises et nous aurons l'occasion d'en reparler puisque nous allons adresser une lettre très circonstanciée au CSA sur les questions concernant l'accès aux médias parce que quand on examine à la loupe cette affaire, on découvre quand même un poteau rose assez extraordinaire. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Nous avons, je l'ai déjà dit, je le redis, les résultats obtenus par l'UPR ont été décevants, personne n'a dit le contraire, et surtout pas moi. Mais néanmoins, eh bien, ces résultats sont quand même porteurs de beaucoup d'espoir, puisque la conclusion à laquelle on arrive, c'est que par rapport aux européennes de 2014, notre score a été pratiquement multiplié par 4, et par rapport aux législatives de 2017, pratiquement multiplié par 2. Et nous avons, dans un certain nombre de départements, des résultats qui dépassent les 2% dans des villes importantes, significatives, notamment dans les Hauts-de-Seine. Je pense à Clichy, où on a fait 2,2%, mais aussi en Seine-Saint-Denis, où nous avons des villes où on a fait 2,4, 2,5, 2,9%. Pareil d'ailleurs dans le Nord à Roubaix, pareil dans le Rhône, à Villeurbanne, etc. Donc il y a toute une série de villes significatives, des villes importantes, où nous allons être présents, j'espère, pour les élections municipales. Voilà, je ne vous en dis pas davantage, mais sachez que nous avons un regard très particulier, très précis sur ça, parce que il se trouve que nous sommes approchés par des forces politiques de tous les horizons, qui se rendent compte qu'un parti politique qui a fait 2,2, 2,4, 2,6%, ça n'est plus négligeable. Et au moment d'une élection municipale où parfois le sort se décide en 49-51, c'est le parti qui peut faire la bascule. Voilà. Donc ça, c'est le premier point que je voulais dire s'agissant des élections européennes. Mais il n'y a pas que l'UPR dans la vie, il y a aussi le reste. Et le reste, c'est quoi? Eh bien, à peine élus, donc les nouveaux élus sont allés à Bruxelles, et alors là, ça a été un festival assez extraordinaire. Le premier festival concerne Madame Nathalie Loiseau, qui était, je le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, la tête de liste de la liste En Marche Renaissance de l'Europe. Alors Madame Loiseau, qui a montré à quel point elle était nulle en matière politique pendant la campagne électorale, eh bien a transformé l'essai, si j'ose dire, c'est-à-dire que sa nullité crasse qu'elle avait affichée pendant les élections européennes en France, elle s'est transformée en une nullité venimeuse au niveau européen. Elle a passé son temps, elle a eu une espèce de conférence de presse où devant plusieurs dizaines, je crois, de journalistes accrédités au Parlement européen, elle a dit tout le mal qu'elle pensait de tout le monde. Donc tout le monde y est passé, et en particulier au sein même de sa famille politique. Alors l'affaire a fait scandale. Elle a dit ensuite qu'elle n'avait jamais dit les propos qu'on lui prêtait. Je crois qu'elle avait traité d'ectoplasme, je crois, l'un des responsables de la LDE, le groupe dans lequel son parti doit siéger, les parlementaires doivent siéger, groupe qui d'ailleurs a été rebaptisé Renew Europe, renouvelant l'Europe, une espèce de refondation. Et puis, en fait, elle a indisposé tout le monde. Voilà. Elle est arrivée, Madame Je sais tout, Madame méprisant tout le monde, et elle a fait l'unanimité contre elle. Voilà. En gros, c'est ça. Il y a un article, j'avoue que cet article m'a fait rigoler, un article de Jean Quatremer dans Libération que je vous recommande vivement,
parce qu'il montre que Madame Loiseau, elle a raté son envol, comme il dit. Elle a été d'une nullité extraordinaire. Il a fallu, pour reprendre les termes mêmes de l'article de Libération, que ce soit Emmanuel Macron lui-même qui décide de la débrancher. Les députés français représentent 20% de ce groupe, mais elle va être écartée tellement les autres groupes n'en veulent pas. Et ce qui était très intéressant dans l'article de Libération, c'est que le journaliste, qui est un ultra-européiste, soulignait à quel point Mme Loiseau ne connaissait pas les usages européens et à quel point, quand on va sur les questions européennes et qu'on a d'autres Européens en face, eh bien, il faut être très prudent parce que chacun a ses intérêts et ses visions totalement divergentes. C'est-à-dire ce que je ne cesse de dire, moi, depuis 12 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune solidarité de quelque nature que ce soit. Chacun défend son steak. Et Madame Loiseau, telle la française superficielle, hautaine et méprisante, s'est attirée tout de suite toutes les inimitiés du reste de l'Europe. Chapeau pour une Européenne convaincue comme, par étendement, elle est. Un bonheur n'arrivant jamais seul. Non seulement Madame Loiseau et le groupe En Marche a été écarté, mais on s'est rendu compte aussi que les promesses qui avaient été faites par le Rassemblement national, eh bien, en fait, se sont révélées vaines. Madame Le Pen avait Monsieur Bardella, qui était sa voix portée. Monsieur Bardella nous avait expliqué, je me rappelle les débats qu'il y avait eu à la télévision, les rares débats auxquels on avait bien voulu me convier. Je me rappelle qu'on nous avait expliqué que le Front National avait noué des liens avec Monsieur Salvini de l'Italie, avec Monsieur Orban de Hongrie, avec les FPÖ autrichiens, avec Geert Wilders aux Pays-Bas, avec Nigel Farage, qu'on allait avoir un groupe eurosceptique extraordinaire au Parlement européen. En réalité, Bernick, M. Orban, le Hongrois, a fait savoir qu'il n'entendait pas faire alliance avec M. Salvini et Mme Le Pen. Mme Le Pen, M. Bardella. M. Nigel Farage a fait savoir qu'il était hors de question qu'il appartienne au même groupe. Et donc finalement, et puis les résultats ont été un petit peu moins brillants que ce qui avait été anticipé, de telle sorte que le groupe va avoir 73 membres, ce qui n'est pas mal. Enfin, 73 membres sur un Parlement de 751, ça ne fait même pas 10%. Si on additionne le groupe de Madame Le Pen, les députés de Madame Le Pen, de Monsieur Salvini, de Monsieur du FPE, de Monsieur Geert Wilders, etc. Voilà. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les promesses d'autre Europe de Madame Le Pen, c'est du pipeau. Comme d'ailleurs Madame Loiseau. Voilà. Ça veut dire qu'il s'en est, au bout de 3 semaines, même pas 3 semaines après les élections, il se déroule de façon implacable ce que je n'ai pas cessé, et tous mes colistiers avec moi n'avons pas cessé d'expliquer aux Français. Il n'y aura pas plus d'Europe des patries version Le Pen que de renew, de refondation de l'Europe. L'Europe est ingouvernable, non modifiable, et elle poursuit obstinément sa course vers le désastre. J'espère que nos compatriotes vont examiner cela et vont se rendre compte, du moins je m'adresse ici à tous ceux qui me connaissent, qui trouvent que ce que dit l'UPR est bien, mais j'ai eu pas mal d'exemples encore de personnes qui, au dernier moment, se sont dit non, mais on va voter Rassemblement national, faut faire barrage à Macron. Voilà, c'est ridicule. C'est absolument ridicule. Puisque vous le savez, le Rassemblement national ne veut pas sortir de l'Union européenne et de l'euro. Et puis voilà, et puis il y a des gens qui ont cru qu'il y aurait un deuxième tour. Enfin, c'est triste. C'est triste parce que tout ceci montre qu'il y a encore énormément de choses à faire comprendre à beaucoup de nos compatriotes sur la réalité de la situation. Alors, puisqu'on en est à parler de l'Europe, parlons également d'autre chose qui est le budget européen. Je voudrais faire ici retour, justement, sur la campagne que nous avons eue, et en particulier écouter ce passage du débat auquel j'avais participé, qui était le débat sur CNews, et où il y avait eu une espèce de fact-checking, comme on dit maintenant, c'est-à-dire de vérification des faits,
qui avait eu en fait un peu pour objectif d'essayer de montrer que ce que je disais sur la contribution française au budget européen était faux. Alors je vous laisse écouter ce passage. Peut-être faire un tout petit point sur ce que la France donne à l'Europe, parce qu'elle reçoit de l'Europe. On va regarder cette petite affiche, ce panneau. Voilà, la France a versé 19 milliards à l'Union européenne en 2017. Elle a reçu 14,5 milliards. Ça fait donc une contribution nette de 4,5 milliards d'euros. Il manque 4 milliards là. On donne plus que ça. Alors, comme vous venez de le voir, le CNews avait présenté devant les téléspectateurs un chiffrage qui consistait à dire que en 2017, la France avait versé à l'Union européenne 19 milliards d'euros et que l'Union européenne lui en avait restitué 14 milliards et demi. Donc finalement, la France avait versé 4,5 milliards d'euros à l'Union européenne. C'était déjà une certaine part de vérité. C'est tellement rarissime que l'on reconnaisse devant les Français que l'Europe nous coûte plus qu'elle nous donne, que certains pouvaient déjà se féliciter. Sauf qu'évidemment, moi j'avais pris ça quand même un peu en mauvaise part, puisque nous ne cessons, nous, de dire, avec Charles-Henri Gallois, avec Vincent Brousseau, avec tous ceux qui nous font confiance, que ce ne sont pas les chiffres exacts. J'ai toujours dit que la France versait, au cours des dernières années en moyenne, avait versé à peu près quelque chose comme 24 milliards d'euros, en avait reçu une quinzaine, et donc que le coût pour la France, ça n'était pas 4,5 milliards d'euros, mais au moins 9 milliards d'euros. Vous vous rappelez, je l'ai déjà dit, vous avez des dizaines de preuves sur Internet de ces propos. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que, il y a quelques jours, vient de sortir une étude, l'étude numéro 36, d'une association qui s'appelle Contribuables Associés, que vous connaissez peut-être, et qui publie une étude qui a été réalisée par un expert, un économiste expert, qui s'appelle Jean-Paul Gourevitch, justement sur le coût de l'Union européenne pour la France. C'est une étude d'avril 2019. Et cette étude d'avril 2019, elle est quand même sacrément intéressante, parce que elle a... Contribuables Associés, c'est une association qui vise à bien percevoir où sont quelle est l'utilisation des fonds publics, comment les contribuables se font plumer et comment est dépensé notre argent. Et les études faites par Contribuables Associés font en général autorité. Alors, qu'est-ce que l'on apprend sur cette étude, qui d'ailleurs est parfaitement disponible gratuitement sur Internet? Je vous invite à aller la consulter. Les chiffres clés de cette étude, c'est quoi? C'est premièrement, selon Contribuables Associés et Jean-Paul Gourevitch, la France a versé pour l'Europe en 2017 la somme de exactement 23,93 milliards d'euros, c'est-à-dire nous on disait 24, c'est nous qui avions raison. Cette étude fait remarquer que ça représente au passage 6,27% des dépenses de l'État. Ça n'est pas rien. Parce que je me rappelle avoir lu au moment des élections européennes un tel européiste qui expliquait aux Français que c'était de la gnognotte, que ça représentait je sais pas quoi, un paquet de cigarettes par personne par jour, ce qui est déjà beaucoup, et qu'en fait tout ça, il y avait de tels avantages par ailleurs que ça serait faire preuve vraiment d'un esprit pécamineux, d'un esprit minable que de s'intéresser à pareil le babiole. Non. 24 milliards d'euros, 6,27% des dépenses de l'État, c'est quand même pas mal, c'est déjà un gros morceau. Et ce qui est intéressant dans l'étude de Contribuables Associés et de M. Gourevitch, c'est cette étude signale qu'en contrepartie, l'Union européenne a versé à la France 13,51 milliards d'euros, et donc pas 15 comme nous le disions. Donc l'étude de Contribuables Associés est plus sévère que nous. Alors je ne sais pas exactement comment ils ont fait leurs calculs, mais ils sont allés certainement à la loupe. Et ils ont conclu que la France n'a récupéré, moi je disais les 2/3, en fait non, la France n'a récupéré que 56,45% de sa contribution, c'est-à-dire moins que ce que nous pensions nous. La balance des recettes et des dépenses se traduit donc, selon Contribuables Associés, par un déficit global de 10,42 milliards d'euros
et non pas, comme moi je l'avais annoncé, de 9 milliards d'euros. C'est-à-dire que la réalité, telle qu'analysée par contribuables associés, est en fait pire que celle que nous annoncions. Et là, cette étude, par ailleurs, précise que 10,42 milliards d'euros, ça représente 155 euros par habitant, ce qui effectivement n'est pas rien, que ça représente en moyenne 275 euros par foyer fiscal, et l'étude de contribuables associés enfonce le clou en ayant fait un calcul tout à fait intéressant qui montre que ça représente cette dépense annuelle que nous faisons à l'Union européenne sans retour, hein, c'est ce que nous laissons une fois qu'on a payé et reçu les fonds européens, ça représente 632 euros par foyer fiscal payant l'impôt sur le revenu. Je m'adresse ici à tous les Français qui m'écoutent et qui payent leur impôt sur le revenu. Il faut qu'ils sachent qu'en moyenne, ils payent 632 euros pour l'Union européenne, c'est-à-dire en fait pour construire des ponts en Croatie, alors que les routes françaises sont en pleine dégringolade, pour permettre à la Pologne de s'acheter des avions F-16 américains, alors que Dassault ne se porte pas si bien que ça, que nous déversons cet argent sur des pays qui, par ailleurs, bénéficient de la directive travailleurs détachés, par exemple, c'est-à-dire que ça leur permet d'envoyer leurs nationaux travailler en France. Ça nous leur permet que les Français payent les services, les régimes sociaux de ces pays d'origine. Et en plus de tout ça, ils bénéficient des délocalisations industrielles à leur profit. Voilà. Et tout ceci, non seulement tout ceci nous nuit considérablement, mais de surcroît, chaque foyer fiscal en France paye 632 euros c'est un foyer fiscal qui paye l'impôt sur le revenu. C'est une donnée que je vais me mettre derrière la tête et que je vous invite tous à avoir à l'esprit lorsque vous parlerez autour de vous, notamment des Français qui en ont assez de payer trop d'impôts sur le revenu. Il faudra que vous leur disiez ça. Voilà. Et c'est pas l'UPR qui le dit, ça n'est pas Asselineau qui le dit, c'est l'association Contribuables Associés qui le dit. J'ajoute que cette étude précise que les dépenses de l'Union européenne vont continuer à croître, notamment avec le départ du Royaume-Uni, comme le montrent les budgets 2019 et 2020, et notamment comme le montre le prochain projet de budget pluriannuel 2021-2027 qui prévoit une augmentation des dépenses de 17,7%. C'est-à-dire que, au train où vont les choses après le départ du Royaume-Uni, après l'augmentation du budget européen, peut-être que chaque foyer fiscal en France payant l'impôt sur le revenu ne versera plus 632 euros par an à l'Union européenne, mais peut-être l'équivalent de 900 euros, 950 ou bientôt peut-être 1000 euros. Voilà la vérité sur les coûts budgétaires de l'Union européenne. On n'en a pas fini avec l'Europe. On n'en a pas fini avec l'Europe parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont venues à quelques semaines d'intervalle éclairées d'un jour nouveau la question des relations entre les pays européens et la Chine. On a appris, il y a quelques jours, enfin quelques semaines plus exactement, je vous invite à aller regarder une analyse qui a été publiée sur Atlantico qui est tout à fait intéressante, que la République populaire de Chine est désormais le premier partenaire commercial de l'Allemagne, devant les Pays-Bas, devant les États-Unis, devant la France et l'Italie. Voilà, le premier partenaire commercial de l'Allemagne, c'est la Chine. Ça veut dire que les achats chinois font tourner la machine industrielle allemande. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Allemagne ne va pas. Elle sait très bien, les Allemands savent très bien où sont leurs intérêts. Les Allemands vont donc être extrêmement réservés face à toute mesure qui viserait à des sanctions contre la Chine. C'est bien évident. Lorsque M. Macron a lancé comme ça des rodomontades et à la cantonade qu'il fallait serrer les coudes face à la Chine, il est tombé devant le silence poli des Allemands. On a appris également, il y a quelques jours, une étude qui avait été faite et dont je vous renvoie, vous voyez derrière moi cette étude, on a appris que le Portugal a levé l'équivalent de, enfin c'est pas l'équivalent, ça a levé 240 millions d'euros
en Chine pour se financer ses infrastructures. Alors ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Grèce, l'Italie, le Portugal sont des pays qui sont dans une situation financière très difficile. Ils ont des endettements considérables. L'Union européenne, la Commission européenne impose qu'ils privatisent des services publics, comme c'est le cas d'ailleurs en France. Mais au même moment, comme les mesures exigées par la Commission européenne, qui sont des mesures de récession, s'appliquent à tous les pays d'Europe, et en fait les autres pays d'Europe, du point de vue macroéconomique, n'ont pas les moyens d'aller acheter ou d'aller financer les pays du Sud. Donc on demande, c'est une histoire de dingue, on demande en fait au Portugal, à l'Espagne, à l'Italie, à la Grèce, etc., de faire des restrictions budgétaires, de privatiser leurs services publics, et là, parmi les rares forces, les rares puissances qui sont prêtes à investir, il y a la Chine. Et on leur demande en plus de ne pas accepter comment dirais-je, les fonds chinois. Il faut pas exagérer. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est comme j'ai parlé de la Croatie, dont le pont est financé par la Commission européenne et le pont est construit par la plus grande entreprise de travaux publics chinois. On a appris ces jours-ci également qu'une vingtaine, je crois, de municipalités en Espagne avaient décidé de développer la 5G par Internet avec comme partenaire le partenaire chinois Huawei, contre lequel les Américains ont une dent. Vous savez que les Américains veulent interdire aux Européens de travailler avec Huawei. Eh bien, les municipalités espagnoles ont fait un bras d'honneur, en fait, aux Américains en travaillant avec Huawei. Voilà. Voilà la situation qu'il y a avec la Chine. On a appris aussi, d'ailleurs, ces jours-ci, que les Britanniques, c'était il y a quelques jours, les Britanniques viennent de faire une groundbreaking, en anglais ça veut dire révolutionnaire, une invention révolutionnaire. La City de Londres a fait un lien maintenant avec la Banque de Shanghai, et dans les semaines qui viennent, dans les semaines et les mois qui viennent, on va avoir désormais la possibilité pour les deux banques britanniques et shanghaïennes de travailler ensemble, de lever des fonds, de coter les sociétés en même temps à Londres, à la Bourse de Londres, à la City de Londres et à Shanghai. Voilà. C'est-à-dire que, au passage, le Brexit ne fait absolument pas peur aux Chinois. Bien au contraire, les Chinois se disent que le Royaume-Uni revient à la sagesse et à la réalité, et donc les Chinois veulent nouer des relations avec le Royaume-Uni. Alors voilà. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le monde il avance. Et que malgré toutes les criailleries des européistes français qui disent qu'il faut faire bloc contre la Chine et ni na, tout le monde s'en fiche des déclarations de M. Macron. À titre d'ailleurs de curiosité, j'ai vu qu'on parlait ces jours-ci d'un monsieur qui s'appelle M. Pascal Laureau, que je ne connais pas, qui a été nommé par Jean-Yves Le Drian aux Affaires étrangères, qui a été nommé comme, je crois, le délégué aux relations commerciales avec l'Asie. C'est un spécialiste de l'Asie, semble-t-il, ce monsieur. Alors évidemment, comme moi, je me suis beaucoup occupé d'Asie et de commerce extérieur il y a une vingtaine d'années, 25 ans dans ma vie antérieure, lorsque j'étais au ministère des Finances puis au ministère des Affaires étrangères, j'ai regardé ça d'un petit peu plus près et j'ai vu une déclaration gentillette de M. Laureau, qui n'est pourtant pas quelqu'un de très jeune, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a dit « Le moment est venu d'admettre la nécessité d'une Europe forteresse ». Ça a été publié, je crois, dans le Nouvel Économiste. Alors j'ai regardé ça un peu éberlué. Et c'est sur le thème, voilà, comme d'habitude, la France est trop petite, nani gna, on est très très petit, donc il faut qu'on fasse bloc face à la Chine. Mais M. Laureau, qui a travaillé à l'Institut français des relations internationales, qui a été dans des cénacles de think tank géopolitique, mais enfin, M. Laureau, est-ce que vous pouvez regarder la réalité en face? Est-ce que vous pouvez comprendre que l'intérêt du Portugal, l'intérêt de l'Espagne, l'intérêt de l'Italie, l'intérêt de la Grèce, d'ailleurs l'Italie, la Grèce qui se sont branchés sur le projet des grandes routes, des nouvelles routes de la soie, l'intérêt de l'Allemagne même maintenant
ça n'est absolument pas d'avoir une Europe forteresse. L'intérêt de l'Allemagne et de la Chine, leurs intérêts sont peut-être plus proches que l'intérêt de la France et de l'Allemagne. Quand est-ce que vous dites le moment est venu d'admettre la nécessité d'une Europe forteresse? Je dirais à M. Leroux, que je ne connais pas, mais à toutes les personnes qui raisonnent comme lui, le moment est venu d'admettre que l'idée de l'Europe est une ineptie qui ne marche pas et qui ne peut pas marcher, tout simplement parce que les pays d'Europe ont des intérêts totalement divergents et qu'on veut les faire entrer de force dans une utopie qui ne marche pas. En d'autres termes, et je reviens sur les élections européennes qui viennent d'avoir lieu, où je me suis heurté dans les débats à certains de mes compétiteurs qui étaient tous là à annoncer il fallait, yaka, faucon, il faut avoir une Europe forteresse, il faut faire bloc face à la Chine, la France est trop petite, regardez la Chine, 1,5 milliard d'habitants, les États-Unis, 320 millions, nous sommes beaucoup trop petits. J'ai déjà expliqué 1000 fois que ce sont des faux raisonnements, qu'avec ce genre de raisonnement, on se demande comment Singapour, qui est grand comme la moitié de l'Île-de-France et qui doit compter 6 millions d'habitants, comment ils font pour vivre, comment ils ne fusionnent pas avec les 27 pays alentours. J'ai déjà dit que je ne comprenais pas, avec ce genre de raisonnement, pourquoi le Paraguay ou l'Uruguay ne fusionnait pas avec les 27 pays alentours. J'ai déjà dit que je ne comprenais pas pourquoi l'État d'Israël ne fusionnait pas avec les 27 pays alentours. Tout ça, ce sont des inepties, ce sont des billevesées. La réalité, c'est ce que nous montre le Royaume-Uni, ce que nous montre l'Allemagne, ce que nous montre d'ailleurs la Grèce ou l'Italie, ce que nous montre le Portugal, c'est que le monde d'aujourd'hui qui est en train de s'imposer, c'est que le périmètre de l'Europe est bête, ne marche pas, est contre-productif. Et qu'au XXIe siècle, chaque État doit défendre ses intérêts nationaux, mais dans une concorde des civilisations, dans des échanges internationaux, commerciaux et financiers, tous azimuts, sans tenir compte d'un périmètre complètement absurde hérité du XIXe siècle et qui n'a plus lieu d'être. Alors, on nous avait dit contrepoids à la Chine. Je viens de montrer, j'avais déjà montré 50 fois, c'est la 51e fois, que le contrepoids européen face à la Chine, c'est de la foutaise. Le contrepoids aux États-Unis, c'est pareil. C'est exactement la même chose. L'Union européenne ne fait pas du tout contrepoids aux États-Unis. On le voit d'ailleurs ces jours-ci où l'Union européenne est complètement muette devant ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. J'en parlais en préambule de cet entretien d'actualité. Je voudrais ici d'ailleurs signaler, alors je change de sujet, je ne vais pas parler d'économie et de monnaie, je vais parler de culture et de langue. On a appris il y a quelques jours l'initiative que je salue vraiment, qui est une excellente initiative, et qui a été prise par une centaine d'artistes, d'enseignants et de scientifiques de 25 pays, et dont, pour ce qui concerne notamment pour la France, Pierre Perret, le chanteur connu, pour ce qui concerne la Suisse, le sociologue Jean Ziegler, qui demande à Emmanuel Macron, je les cite, de protéger la langue française du colonialisme anglo-américain. Ils ont publié ce manifeste le 16 juin, qui a été publié dans les journaux. Il n'y a pas que Pierre Perret ou Jean Ziegler, il y a également l'écrivain français Didier Van Cauwelaert, il y a le franco-marocain Tahar Benjeloun, il y a le chanteur acadien, donc canadien Zachary Richard, etc., etc. Ça veut dire que, et ça c'est bien, c'est un peu nouveau peut-être, c'est qu'il y a maintenant un réveil des intellectuels, un réveil des chanteurs, des écrivains, des artistes, des penseurs, des philosophes, qui se disent trop, c'est trop. Il faut arrêter de démolir la langue française comme le fait Macron. Il faut au contraire revendiquer haut et fort notre appartenance à la langue française, qui n'a pas à rougir de ce qu'elle est. C'est une des très grandes langues du monde, une langue d'ailleurs qui se développe à toute allure. J'ai d'ailleurs vu que dans ce manifeste, il me semble, il reprenait certains argumentaires que j'avais moi-même, que je développe moi-même depuis plusieurs années, puisque j'en avais déjà parlé pendant l'élection présidentielle de 2017, en faisant remarquer que contrairement à une légende que l'on veut mettre dans la tête des Français, la langue française n'est pas sur le déclin, elle est au contraire sur une ascension extrêmement forte. C'est une langue qui est en plein développement, notamment dans toute l'Afrique francophone, dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ça qui va faire de la langue française une des plus grandes langues du monde. J'ai déjà dit de nombreuses fois ces statistiques sorties de l'Organisation internationale de la francophonie. Il y avait 190 millions de locuteurs en français
première ou deuxième langue en l'an 2000. Aujourd'hui, on estime que ces 190 millions sont devenus 260, 270, 280 millions en 2019. Et à ce rythme, ils pourraient atteindre 600 millions en l'an 2060. Donc s'il y a quelqu'un qui est ringard, ça n'est pas la langue française, c'est M. Macron qui croit encore que l'anglo-américain va dominer le monde. Non, l'anglo-américain ne va pas dominer le monde. Le monde du XXIe siècle, le monde du troisième millénaire, c'est la montée en puissance de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de l'Afrique francophone, de la Russie. Et c'est un nouvel équilibre, un nouveau concert des nations, des langues et des civilisations qui se profile. Et puis pour terminer sur l'euro, eh bien, je voudrais aussi dire brièvement que ce qui se passe en Italie, les projets dont nous avait parlé, là aussi, là, pour le coup, c'était pas moi, c'était Vincent Brousseau, qui a fait preuve d'une prescience, d'un sens de l'analyse prévisionnelle aiguë. Et je remercie en notre nom collectif Vincent, notre responsable des questions monétaires. Il nous avait annoncé depuis maintenant de nombreux mois, plus d'un an, que l'un des projets de l'Italie confrontée au problème de l'euro était peut-être une sortie furtive en inventant une espèce de monnaie parallèle qui permettrait aux Italiens, dans un premier temps, de régler simplement leurs impôts. Et qu'en fait, c'était une espèce de manœuvre qui permettrait progressivement de créer une double monnaie. Et selon la loi dite de Gresham, la mauvaise monnaie chasse la bonne, que progressivement, cette monnaie finirait par s'imposer au détriment de l'euro. Alors, Vincent avait fait preuve vraiment d'un sens de l'analyse extrêmement puissant, puisque c'est à peu près ce qui est en train de se produire. Et l'Allemagne a fait part de sa grande inquiétude, puisque je renvoie ici toutes les personnes qui nous suivent à aller regarder les articles de Vincent Brousseau, les conférences de Vincent, celles également que j'ai faites sur la tragédie de l'euro. Maintenant, on estime que dans le système de Target 2, il y a plus de 930 milliards d'euros qui sont maintenant au bilan de la Bundesbank. Il y a beaucoup de risques maintenant qui pèsent sur la survie de l'euro. On ne pourra pas dire que l'UPR n'a pas prévenu les Français sur ce qui était en train de se passer. On ne pourra pas nous reprocher, à nous, UPR, d'avoir tenu les Français dans l'ignorance. En revanche, si l'euro demain explose, avec des conséquences réellement cataclysmiques en matière de finances publiques, si l'Italie sortait demain de l'euro, le coût pour la France pourrait être de l'ordre de plus de 100 milliards d'euros pour le contribuable français. Je rappelle tout à l'heure qu'il nous manque 300 millions d'euros pour entretenir nos routes. Et là, il y a 100 milliards. Eh bien, il y a une inconscience, une irresponsabilité absolument scandaleuse, historiquement scandaleuse, de la part de tous les autres partis politiques et en particulier des autorités françaises qui tiennent les Français dans l'ignorance de ce qui se passe et des inquiétudes qui sont désormais sur le devant de la scène, notamment en Allemagne et à Francfort, chez toutes les élites du monde politique et financier allemand.